Aujourd'hui, on dénote une chute importante des populations d'insectes en France et dans le monde. En vérité, nos insectes ne disparaissent pas, mais les populations se réduisent. Les causes de l'effondrement de ces populations d'insectes sont multiples, mais en majeure partie créées par l'homme. J'ai l'impression d'un serpent qui se mord la queue. Ça se réchauffe, on met la clim. On manque d'eau, on va la chercher en profondeur pour la mettre à la surface à l'évaporation. Alors je suis pas ingénieur, je suis qu'un entomologiste, mais je comprends pas. Nos enfants ne connaîtront pas la France qu'on a connue. Un entomologiste, c'est un mot qui peut paraître savant, mais c'est tout simplement une personne qui étudie les insectes, les populations d'insectes, qui s'intéresse aux insectes de façon générale. L'entomologie peut être un métier, il y a même plusieurs métiers qui touchent à l'entomologie. C'est très varié en réalité. Certains travaillent en pathologie humaine et vont étudier des moustiques en fait, ou toutes les espèces vectrices de maladies. Il y a des domaines aussi en entomologie forestière. Tu as des insectes qui vont déprécier le bois qui sont étudiés. En agriculture, tu as des entomologistes qui font de la systématique, c'est-à-dire de la classification. Souvent, ceux-ci, trop rares d'ailleurs, travaillent en muséum. Et puis tu as des entomologistes comme moi qui travaillent en bureau d'études et qui veillons à ce que le code de l'environnement soit respecté, notamment entre autres choses. Donc l'entomologie, c'est plusieurs métiers possibles. Il y a même de l'entomologie forensique, avec brigade criminelle pour dater en fonction des insectes qu'on va trouver sur les cadavres, notamment à quel moment a eu lieu le crime, quoi. Le monde des insectes est très très vaste, on est obligé de se spécialiser. Ne serait-ce que dans notre pays, en France, on a pratiquement, je ne sais pas exactement, mais environ 50 000 espèces d'insectes. Donc on n'est pas des ordinateurs et certains vont préférer les papillons, d'autres les scarabées, etc. Et dans le cadre de mon travail en bureau d'études, je vais dire nous, parce que je ne suis pas le seul à travailler en tant qu'entomologiste en bureau d'études, mais nous sommes souvent appelés à effectuer ce que l'on appelle des études réglementaires, c'est-à-dire à rédiger des documents, notamment des volets naturels d'études d'impact, sont des documents obligatoires lorsque des porteurs de projets, par exemple, Engie veut créer un parc photovoltaïque et on va aller voir s'il n'y a pas des insectes protégés par la loi, puisque en fait la loi protège certaines espèces d'insectes, et non seulement elle protège les insectes, mais aussi leur habitat. Et donc il est en théorie interdit par la loi de détruire les habitats de ces insectes. Donc on doit expertiser le site au préalable de la phase de travaux pour voir s'il n'y a pas d'espèces protégées. Au-delà de ces dossiers réglementaires sur lesquels nous travaillons en tant qu'entomologiste en bureau d'études, pour ma part, je travaille beaucoup pour des zones naturelles protégées, notamment des parcs nationaux, qui veulent mener des inventaires afin de savoir quelles sont les espèces d'insectes en présence en fait sur leur territoire. Donc je suis en permanence à droite à gauche, un jour dans les montagnes alpines, le lendemain en bord de mer, à sillonner les zones de réserve ou les zones d'intérêt naturaliste, je dirais. Depuis ces 5 dernières années durant lesquelles je suis en activité, je n'ai pas constaté de façon flagrante un déclin sur les différentes populations d'insectes, en tout cas sur celles que j'ai étudiées. Mais il y a un déclin avéré. Disons que c'est un phénomène qui s'observe sur plus long terme. 5 ans ne suffit pas pour l'observer. Mais il est évident que on observe autour de nous une modification, je dirais, drastique des habitats, une urbanisation galopante, une agriculture
tout aussi galopante et intensive. Et toute personne qui a un certain âge a vu son environnement se modifier au fil des années. Alors aujourd'hui, on dénote une chute importante des populations d'insectes en France et dans le monde. Les premiers entomologistes à l'avoir révélé, à ma connaissance, sont des entomologistes allemands. Ils ont mis en place une étude qui consistait à utiliser des pièges malaises. Alors les pièges malaises, pour bien comprendre, c'est tout simple, c'est comme des tentes en fait qu'on pose dans des zones ouvertes, comme des prairies par exemple, et les insectes vont se retrouver piégés dans la tente, et comme ils ont tendance à monter à l'intérieur de la tente, ils vont se retrouver coincés et à devoir tomber dans un petit flacon dans lequel on va pouvoir les récupérer. Et ces entomologistes allemands donc, ont mis en place tout un ensemble de tentes malaises sur leur territoire pendant 20 à 30 ans. Et ils ont pu, d'année en année, estimer que la quantité d'insectes recueillis, en fait, dans leurs pièges, baissait d'année en année, de façon alarmante. Et suite à cette expérience scientifique, donc, cette expérience a été publiée et a fait un peu le buzz dans le monde des entomologistes. Et c'est ce qui a, jeté la pierre et prouvé scientifiquement non seulement qu'il y avait un déclin important, mais qui a permis de le quantifier. Après, nul besoin de faire des expériences scientifiques pour se rendre compte que les populations d'insectes sont en chute libre. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, avec mes parents, qu'on partait en vacances à l'autre bout de la France. Mon père s'arrêtait souvent pour nettoyer le pare-brise de la voiture, parce qu'il y avait des moustiques qui étaient venus s'écraser. Et aujourd'hui, en 2023, je ne vois plus personne en fait, sur les bords de route pour nettoyer sa voiture. Nous, on devait le faire 2-3 fois à chaque fois qu'on faisait 1000 km. Donc, pas besoin d'avoir un regard de scientifique pour se rendre compte que les insectes se raréfient. On le voit dans nos jardins, on le voit quand on se promène, on le voit partout. Mais voilà, ces scientifiques allemands l'ont scientifiquement prouvé, je dirais. Et oui, ce déclin est d'autant plus alarmant qu'il touche beaucoup les espèces dites banales. Et ce n'est pas uniquement pour les insectes, où on observe la même chose pour les oiseaux, etc. Mais les espèces des champs, des jardins, les espèces qui ne sont pas les espèces rares qu'on va trouver que dans certaines vallées alpines ou autres, mais des espèces le terme savant, c'est ubiquiste. Ça veut dire qu'elles peuvent se contenter de tout type de milieu. Eh bien, ces espèces-là se raréfient encore plus vite que les autres. Ils ne sont pas là pour rien. Ils jouent un rôle dans les écosystèmes. En fait, comme tout le reste, il faut imaginer que tout est comme interconnecté et que la disparition d'un maillon va entraîner des modifications dans les connexions. Par exemple, s'il n'y a plus de moustiques, il n'y a plus tous ceux qui mangent les moustiques. Donc s'il n'y a plus de moustiques, il n'y a plus d'hirondelles, il n'y a plus de chauves-souris, il n'y a plus de reptiles, il n'y a plus de batraciens. Parce qu'en réalité, les insectes, dans le rôle qu'ils jouent dans les écosystèmes, sont fondamentaux, et notamment en termes de ressources alimentaires pour le reste des êtres vivants. Ils en sont, je dirais, le socle. Les insectes participent aussi, c'est difficile de le quantifier, mais à 90% dans la pollinisation, qui est essentielle pour la reproduction des plantes. Ils jouent des rôles qui sont aussi, je dirais, considérés comme plus mineurs et moins connus du grand public, mais ils jouent un rôle essentiel dans la dégradation des matières organiques, dégradation du bois mort, dégradation des matières fécales, des bouses, de vaches, etc. S'il n'y a plus de bousiers, on sera envahi de bouses depuis... parce qu'elles se font dégrader par les insectes qui les rasséminent dans le sol. Et ils jouent aussi des rôles de régulateurs de population avec toutes ces espèces parasites ou vectrices de maladies qui vont, lorsqu'on a des explosions de populations de mammifères dans certaines grandes forêts, on va avoir des explosions de tiques parce que tout est lié. Dans le rôle de la régulation, ce sont souvent les espèces les plus faibles qui vont mourir en premier quand elles sont touchées par des maladies.
Et en cela, tous les insectes vecteurs de maladies ou les insectes parasites vont aussi jouer des rôles de nettoyage, entre guillemets, en fait, des populations d'êtres supérieurs, de mammifères ou autres. Donc, non seulement ils jouent des rôles qui sont vitaux pour le reste des espèces animales dont nous faisons partie, on l'a dit, la pollinisation, euh, mais aussi des rôles qui sont en fait tout aussi importants, notamment donc, dans la dégradation des matières organiques, dans la régulation des populations et autres. Par exemple, aujourd'hui, il y a un débat qui, à mon sens, est important sur la façon de gérer nos forêts. Ce débat a été remis au goût du jour et accentué par les épisodes d'incendie que notre pays a malheureusement vécu ces dernières années. Des saisons où on n'y était pas habitué, dans des régions où on n'y était pas habitué. Et de fait, j'entends beaucoup parler en ce moment de nettoyage des forêts. Pour simplifier, une forêt propre où on enlève le bois mort résisterait plus aux incendies. Il faut savoir qu'une forêt, par nature, produit du bois mort. Et que ce bois mort, par nature, va enrichir le sol et va permettre le développement d'organismes, de champignons, et va être dégradé par des insectes, notamment des espèces d'insectes dites saproxyniques. Et une forêt complètement nettoyée est une forêt complètement azoïque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie. Et je ne suis pas certain qu'une forêt où il n'y aurait plus de bois mort, plus de champignons, plus d'humus, puisse réellement offrir un pare-feu, dans le sens où le sol serait beaucoup plus sec, en réalité, que si on avait conservé l'humus et le bois mort. Donc dans le cas des forêts, où il y a énormément d'espèces d'insectes, sont des habitats qui sont extrêmement favorables à toutes ces espèces qui vont justement dégrader le bois mort, entre autres, mais pas que. Le débat aujourd'hui est assez complexe entre une libre évolution du boisement ou un nettoyage, une intervention radicale de l'homme en pare-feu. Peut-être que nous pourrions trouver des solutions intermédiaires qui consisteraient en nettoyant certains secteurs pour créer des pare-feux, un peu à l'image des OLD, les obligations légales de débroussaillage, qui consistent en fait à tout raser sur 50 mètres pour créer un vrai pare-feu, et pour conserver intact en libre évolution certaines portions de forêt, afin que justement toute cette biodiversité propre au milieu forestier puisse se développer à loisir. Alors aujourd'hui, on est face à un changement climatique évident et qui crée des déséquilibres extrêmes dans les populations d'insectes, en France en tout cas, et dans le monde. Mais pour ma part, je ne pourrais parler que de la faune française que je connais. Beaucoup diront que certains insectes disparaissent. En réalité, je ne dirais pas que c'est faux, mais pour qu'une espèce d'insecte disparaisse, il en faut énormément. Il faut que le dernier individu de la dernière population disparaisse. Et en vérité, nos insectes ne disparaissent pas, mais les populations se réduisent. Et face à ce réchauffement climatique, on observe plusieurs phénomènes. Je ne pourrais pas tous les citer, mais on observe surtout des phénomènes de migration. C'est-à-dire que l'on a observé ces 10-15 dernières années en France énormément d'espèces d'insectes qui n'étaient pas connues du pays jusque-là et qui sont des remontées du sud, notamment d'Espagne et d'Afrique du Nord, et qui trouvent dans le sud de la France, entre autres, des conditions climatiques qui leur sont favorables pour s'y installer. Alors, on a eu, pour donner un exemple, peut-être 7 ou 8 espèces de libellules nouvelles en France en 10 ans, qui arrivent toutes par l'Espagne et qui se trouvent vraiment installées. Ce ne sont pas des introductions occasionnelles que l'homme aurait pu créer un peu à l'image du moustique tigre. Le moustique tigre, c'est nous qui l'avons véhiculé avec nos transports, parce qu'on vit dans un monde de mondialisation où on échange beaucoup de marchandises et donc on échange aussi beaucoup d'insectes. Mais là, ce sont vraiment des espèces qui sont venues par elles-mêmes, par des voies naturelles, et qui trouvent aujourd'hui dans notre pays des conditions
nécessaires pour leur développement qu'elles ne trouvaient pas avant. Et le réchauffement disons qu'elles profitent du réchauffement. Et en parallèle de cela, on observe aussi des espèces qui, elles, à l'inverse, affectionnent plutôt les sommets, les bords de névé, les glaciers, qui vont avoir tendance à migrer quand elles le peuvent, car ces espèces de montagne sont souvent aptères, n'ont pas d'ailes et ne peuvent pas se déplacer aussi facilement, mais vers des sommets plus élevés ou des endroits où elles continuent de trouver des conditions de neige, de fraîcheur et d'humidité. On a trouvé tellement de nouvelles espèces en France ces 10 dernières années que les scientifiques ont du mal à suivre en termes de publication. C'est-à-dire qu'on publie tellement de nouveautés maintenant que ça devient compliqué de suivre cette évolution. Pour revenir aux espèces de montagne, ce sont celles qui vont être... peut-être qu'il y en a d'autres dont je n'ai pas connaissance, mais qui vont être les plus impactées par le réchauffement climatique. Par exemple, on a quelques espèces de papillons, même protégés en France, je pense aux apollons, etc., très beaux papillons de montagne, qui passent l'hiver sous forme de chrysalides sous le manteau neigeux. Ce sont des bêtes d'altitude et qui profitent en fait de ce manteau neigeux qui va jouer un rôle de thermorégulateur, c'est-à-dire que sous la neige, ça ne gèle pas. Et donc on a des populations de ces papillons-là dans le Massif central qui, elles, ont disparu parce que depuis quelques années, il ne neige plus. Et donc tout gèle. Donc les premiers impactés par ce réchauffement climatique vont, entre autres, être les espèces d'altitude qui, donc, comme je l'ai dit précédemment, sont à terre, n'ont pas d'ailes et n'ont pas les moyens de se déplacer, n'ont pas des possibilités de migration comme pourraient l'avoir les libellules ou les papillons. On a déjà eu des périodes de réchauffement interglaciaire suite aux grosses glaciations, plusieurs. Et on sait que certaines espèces nivicoles qui vivaient en bord de névé se sont infiltrées dans le sol au fur et à mesure que la glace a fondu. Parce que sous terre résidait de la glace, le permafrost. Et elles continuaient de trouver sous terre les conditions favorables à leur développement. Donc à la surface, il n'y avait plus de glace, mais elles se retrouvaient sous terre. Donc elles ont évolué en sens, s'habituant à l'obscurité. Elles ont commencé à ne plus avoir d'œil, à se dépigmenter. Et quand la glace sous terre, le permafrost, a fondu en créant des grottes, elles sont, entre guillemets, devenues des espèces cavernicoles vivant dans ces grottes. Mais c'était des espèces donc d'origine nivicole. Mais à ce moment-là, après ces grandes périodes glaciaires, ces espèces-là ont eu le temps de s'adapter à ce changement. Aujourd'hui, le problème, c'est que le changement est extrêmement rapide. Donc la question, si ces espèces de haute montagne vont disparaître ou pouvoir s'adapter, est une question importante. On sait que certaines espèces d'insectes ont un pouvoir d'adaptation extraordinairement rapide. L'exemple le plus commun, c'est un petit papillon, la phalène du bouleau, qui, par mimétisme, était blanc parce qu'elle se pose sur les troncs des bouleaux qui sont blancs. Et pendant la grande révolution industrielle en Angleterre, la suie a marqué de noir tous les troncs de bouleau, et en quelques années, le papillon est devenu noir. Donc, mutation génétique extrêmement rapide, en quelques années. Mais là, on est sur... Alors, je ne suis pas généticien, mais sur du mimétisme. Est-ce que la fonte d'un glacier va permettre très rapidement à la faune présente de pouvoir complètement changer d'habitat, se retrouver sous terre ? Ça me paraît peu probable. Donc la sonnette d'alarme aujourd'hui est, entre autres choses, à placer, je dirais, sur la faune de montagne. Il faut bien comprendre que notre monde est en train de changer et que nous vivons aujourd'hui cette période de transition. Je ne suis pas climatologue, mais je pense que dans quelques années, dans le sud de la France, nous aurons des paysages qui ressembleront à ceux de l'Espagne que l'on a connus. Et que dans le sud de l'Espagne, pendant ce temps-là, ils auront des paysages qui ressembleront à ceux du Maroc. Les causes de l'effondrement de ces populations d'insectes sont multiples, mais en majeure partie créées par l'homme. Le terme, c'est anthropique. On peut citer des millions d'exemples. L'urbanisation, on en a parlé tout à l'heure. Toutes les personnes d'un certain âge ont vu leur quartier évoluer. On bétonne,
En fait, on bétonne partout. Et tout ce béton prend place sur les écosystèmes, l'environnement et la nature. Entre parenthèses, aujourd'hui, on commence à s'en rendre compte et on débétonne. Les Belges sont un exemple pour ça. En Belgique, ils commencent à casser les pavés pour reverdir, en fait. Ne serait-ce que pour la perméabilisation des sols. Autre sujet essentiel. Mais, bref, parmi les causes de l'effondrement des populations d'insectes, on a l'urbanisation, on a les politiques, je dirais, d'agriculture intensive. Depuis le remembrement, on a arraché toutes nos haies pour faire des parcelles gigantesques, sans aucune continuité écologique, sans aucun corridor permettant aux insectes, mais pas que, aux oiseaux, aux chauves-souris, de se déplacer. Cette politique agricole mise en place il y a quelques décennies a mené aussi à des épandages massifs de produits phytosanitaires. Alors, je n'aime pas le terme pesticide. On peut tout mettre dans ce mot-là. Ce sont des médicaments pour soigner les maladies des plantes. Et c'est comme pour nous, les humains. Parmi les médicaments que nous utilisons, il y a de tout. On ne peut pas comparer une aspirine avec un médicament type, je ne sais pas, neuro quelque chose. Voilà, il y a des molécules phytosanitaires, donc pesticides entre guillemets, des produits employés en culture qui sont beaucoup moins nocifs que d'autres. Ouais, ça, c'est avéré. Et ne gardons pas à l'esprit que les agriculteurs ont besoin de récolter. Mais donc, depuis des décennies, on a utilisé des molécules quand même qui étaient extrêmement néfastes pour l'environnement, pour les écosystèmes, pour les rivières, pour les insectes, mais pas que. Aujourd'hui, fort heureusement, les molécules les plus, je dirais, dangereuses, entre guillemets, sont progressivement éliminées et pour être remplacées par d'autres. Mais l'utilisation massive de produits phytosanitaires est aussi une des raisons essentielles de l'effondrement des populations d'insectes, notamment des insectes communs dans ces régions, je dirais, surexploitées. Il suffit d'aller se promener en Beauce, par exemple, où ce sont des cultures à perte de vue. Celui qui va étudier les papillons en Beauce aura peut-être la chance d'observer 3-4 espèces, pas plus, parmi les espèces les plus communes qui ont réussi à s'adapter à ces grandes cultures. C'est compliqué d'aller dire aussi à un agriculteur faut arrêter de traiter. Et puis attention, le bio, on traite en bio. On utilise du cuivre, du soufre, mais aussi du BTI. Alors, le BTI, rapidement, c'est un produit qui est donc classé bio, qu'on peut épandre, et qui est un insecticide sélectif. Mais il va quand même tuer... en gros, il est sélectif des diptères, les mouches, les moustiques, etc. Pas que, il touche aussi un peu les chenilles, mais il est homologué bio. Mais c'est un produit qui est extrêmement néfaste. Plein d'études l'ont prouvé aujourd'hui. Donc, tout bio... en fait, c'est le zéro phyto qu'il faudrait atteindre. C'est le zéro phyto. Au-delà du mot bio, au-delà du mot conventionnel, c'est le zéro phyto. Mais le zéro phyto, c'est compliqué. Mais ça peut passer par des techniques culturelles différentes. On peut enherber. Alors, toutes les cultures ne se ressemblent pas, mais quand vous voyez une vigne où tout est complètement labouré, la terre à nu, il n'y a plus de vie, il n'y a pas d'herbe, il n'y a plus d'insectes auxiliaires. Ces insectes auxiliaires qui vont aider l'agriculteur en jouant un rôle de régulateur, en mangeant les insectes ravageurs. Donc il y a beaucoup de techniques, mais je dirais, les techniques ancestrales sont souvent ancrées en fait dans certaines familles, et on reproduit comme son père faisait avant, comme son grand-père faisait avant, même si aujourd'hui on sait très bien que d'enherber les parcelles maintient l'humidité, qu'on peut même faire un enherbement contrôlé avec des légumineuses qui vont ajouter de l'azote pour enrichir le sol et faire une auto-fertilisation plutôt que d'apporter des engrais chimiques. Et puis, ne serait-ce que dans les insecticides employés, on a aujourd'hui, depuis très longtemps, des techniques qui sont beaucoup plus propres. C'est juste un exemple. En pomme ou en vigne, il y a des ravageurs qui sont des micro-papillons, des petits papillons de nuit, des tordeuses,
notamment les vers de grappe, le carpocapte, etc., dont les chenilles vont déprécier les fruits. Et on ne pourra pas vendre les pommes s'il y a du carpocapte, on ne pourra pas vendre le raisin, ni en faire du vin si on a des vers de la grappe. Mais aujourd'hui, on sait synthétiser la phéromone de ces papillons. Les phéromones, c'est l'odeur que les femelles produisent pour attirer les mâles. Et chaque espèce a une phéromone qui lui est propre. Et le mâle de l'espèce ne sent que cette phéromone-là. C'est comme ça qu'ils se retrouvent. C'est pour ça que les papillons nus ont des antennes un peu en râteau. C'est leur parabole à phéromones pour retrouver leur femelle. Aujourd'hui, on synthétise la phéromone, on met des capsules, on fait un noyage de phéromones. Les mâles sont complètement perdus dans l'odeur et ne vont pas aller s'accoupler, donc il n'y aura pas de chenilles. Donc on a des méthodes propres, extrêmement ciblées sur le ravageur. Autrement, on peut aussi passer un pyrétrinoïde qui va tuer tous les insectes, ce que beaucoup font. Et le problème, c'est que le pyrétrinoïde qui va tout tuer coûte beaucoup moins cher que la phéromone. Le rôle de l'homme dans le déclin des insectes est avéré. Encore une fois, les exemples sont légion. Un de plus. En Australie, il y a pas mal de temps de ça, quelques décennies, ils ont utilisé un vermifuge, l'ivermectine, sur leurs troupeaux, sur leur bétail, en fait. Et ce vermifuge tue tous ces insectes bousiers, coprophages, dont le rôle est de dégrader justement les matières fécales. Certains bousiers vont enterrer les petites boules de matière fécale. Et du coup, là, les bouses étaient complètement vides de vie et n'ont pas été dégradées. Donc l'herbe ne repoussait plus dessous. Et c'est des milliers d'hectares qui ont été perdus. Parce qu'il n'y avait plus de pâturage après, plus d'herbe, couvert de bouse. Et ces produits-là sont toujours utilisés de nos jours, même en France. Je ne suis pas agriculteur, mais le besoin peut-être de traiter son bétail tous les 15 jours ou tous les mois de façon systématique au cas où les bêtes auraient des vers. Peut-être faire du traitement curatif quand on sait qu'il y a le problème et vermifuger à ce moment-là. Dans les endroits où l'agriculture est mécanisée à outrance, où les sols sont sans cesse remués, remaniés, retournés profondément, il n'y a plus rien. Il y a eu pas mal d'études, notamment d'organismes français là-dessus, où en fait, il suffit on pioche, on fait des grosses tranchées dans le sol et on voit en fait s'il y a de l'organisme. Et dans des zones qui sont surexploitées mécaniquement, on se rend compte que les sols, là encore, sont complètement stériles. Et c'est souvent là qu'on a besoin de les réenrichir avec des engrais ou autre. Il y a encore plein de techniques, avec des enherbements pour maintenir de la vie dans nos sols, en tout cas en zone agricole. Mais je reviens sur cette histoire de vermifuge, et que ce soit pour les produits phytosanitaires, vermifuges ou d'autres dont on pourra parler, ce qu'il faudra en fait, c'est une réelle volonté politique ou d'interdire certaines molécules ou d'en limiter l'usage. Alors on voit qu'il y a des choses qui sont faites. Je pense à l'herbicide, là, le glyphosate, le Roundup, extrêmement néfaste. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Et je comprends bien la difficulté de l'agriculteur ou de changer de technique quand il est habitué depuis quelques générations à utiliser la même. Mais on sait parfaitement aujourd'hui comment avoir un rendement correct tout en ayant une agriculture qui soit plus respectueuse en fait de l'environnement. Et depuis le remembrement, on a arraché des milliers de kilomètres de haies pour faire des grandes parcelles. On peut replanter. Il y a même une prime pour les agriculteurs qui replantent des haies dans leurs parcelles. Ils ont droit à de l'argent pour faire ça. Donc évidemment que l'homme a un rôle essentiel dans le déclin et des populations d'insectes, mais aussi de tout le reste, parce que rappelons que les insectes sont la base de ce qu'on appelle la ressource trophique, c'est la nourriture de tout le reste. C'était le premier rôle dont on a parlé tout à l'heure, avant la pollinisation, mais le jour où on n'aura plus d'insectes,
tous les organismes qui se nourrissent d'insectes vont aussi disparaître. Et qui se nourrit d'insectes? Plus des 3/4 de nos oiseaux, pratiquement tous nos batraciens, nos chauves-souris, en fait, tout le monde est insectivore. Et on ne peut pas être content de ne pas se faire piquer par des moustiques le soir, dire « Ah, c'est cool, il n'y a pas de moustiques » quand on fait son barbecue, et en même temps se plaindre qu'on ne voit plus de chauves-souris, d'hirondelles au printemps. Ça va de pair, c'est connecté. Les uns mangent les autres, les uns disparaissent, les autres disparaissent. À ce sujet, encore un point pour lequel l'homme est responsable, encore une fois, de la disparition de certaines populations d'insectes. Dans le sud de la France, peut-être pas que, mais pour ce que j'en sais, on effectue dans les zones marécageuses littorales, dans nos étangs, nos roselières, ce que l'on appelle des traitements de confort. Il y a un organisme qui balance du BT, cette molécule dont on a parlé, parce qu'elle est homologuée bio, et parce qu'elle tue les diptères, la famille dans laquelle il y a les moustiques, mais pas que, qui balance du DT en hélicoptère ou en avion sur nos étangs. Ce sont des traitements de confort pour que les estivants puissent passer des vacances confortables. On a urbanisé des zones marécageuses. Je pense à des stations balnéaires comme la Grande Motte, d'autres régions en France qui ne sont pas sur le littoral méditerranéen, mais les Landes, le delta de l'Aude, Narbonne, c'était du marécage, on a Sèche. On construit des villes sur des zones marécageuses où se développaient les moustiques. Les moustiques ont besoin d'eau, leurs larves sont aquatiques. Et pour pouvoir y vivre normalement, on traite et on épand par voie aérienne, donc en avion ou en hélicoptère, des insecticides dans la nature. L'homme est responsable des populations d'insectes dans ces endroits-là. Et donc, il est responsable de façon directe des disparitions, enfin des réductions de populations d'oiseaux dans ces endroits-là. De libellules qui mangent des moustiques, dans lesquels on va retrouver le BTI, des grenouilles qui mangent des libellules, dans lesquelles on va retrouver le BTI. Et le problème, c'est que ces molécules, quelles qu'elles soient, vont se concentrer au fur et à mesure que ça va monter dans la chaîne alimentaire. Pour comprendre ça, imaginez traiter un champ de blé avec un insecticide. Le mulot va manger 10 grains de blé. Le renard va manger 50 mulots. L'aigle va manger le bébé renard. Et c'est chez l'aigle qu'on va retrouver la plus grosse concentration de ces molécules. On a le problème même avec les poissons, en fait. Les poissons carnassiers, Donc oui, clairement, l'homme a, à mon sens, la responsabilité la plus importante dans ce déclin. Alors, les abeilles, c'est une espèce un petit peu porte-étendard. Tout le monde sait ce que c'est qu'une abeille. L'abeille que l'on utilise pour faire le miel, c'est une espèce. Parmi les 2000 espèces d'abeilles sauvages qu'on connaît de France, à peu près. Dans les 50 000 espèces d'insectes qu'on a en France, à peu près. Donc il faut aussi relativiser l'importance. Moi, je mets tous sur un seuil d'égalité, chaque espèce a le droit de vivre. Et c'est pas parce que l'abeille fait du miel qu'elle a plus le droit de vivre que les autres. Mais elle a cet aspect, voilà, ce côté porte-étendard, et je dirais parapluie. C'est-à-dire que si grâce à l'abeille, on va interdire certains produits phytosanitaires, on savait que certains fongicides pour les champignons ont un impact important et vont tuer les abeilles, ça va être favorable aussi à d'autres insectes. Donc c'est très très bien, mais voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que on ne peut pas s'arrêter aux abeilles, ce n'est qu'une espèce sur les 50 000 espèces d'insectes en France. Et on parle souvent de leur rôle de pollinisatrice, mais il n'y a vraiment pas qu'elles. Notamment les papillons de nuit, on l'oublie, ont un rôle très très important dans la pollinisation nocturne. Certaines fleurs ne s'ouvrent que la nuit pour accueillir justement ces papillons de nuit. Donc je n'ai rien contre les abeilles, je trouve ça formidable. Ne perdons pas à l'esprit que ce n'est qu'une espèce parmi des dizaines de milliers. Je ne sais pas si c'est Einstein qui l'a dit, si les abeilles disparaissent, l'humanité disparaîtra.
Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme je l'ai dit, à mes yeux, tout est interconnecté et il est évident que si un maillon disparaît, ça va créer des déséquilibres importants. Maintenant, encore une fois, l'espèce d'abeille que nous avons domestiquée, entre guillemets, pour produire du miel n'en est qu'une parmi les 2000 abeilles sauvages que l'on a dans notre pays et les 50 000 espèces d'insectes. Il y a quelques années, pour favoriser une agriculture plus respectueuse, raisonnée, on a importé des espèces de coccinelles venues d'Asie. Coccinelles mangent des pucerons, les pucerons sont vecteurs de maladies, sont des ravageurs en culture, les coccinelles les mangeant, c'est propre, pas d'insecticides. Donc on a fait venir, parmi les espèces que l'on a fait venir, la coccinelle asiatique, qui a fait parler d'elle, qui s'est implantée sur tout le territoire français et qui a concurrencé nos espèces autochtones. En fait, c'est très simple à comprendre, il y a une part de gâteau à manger, si on a 50 espèces de coccinelles qui se le partagent, une qui arrive, c'est une part de plus. Et puis, si on a fait venir cette espèce-là, c'est qu'elle mange beaucoup plus de pucerons que les nôtres. C'est parce qu'elle est plus productive, en fait. Et donc, sous couvert d'une agriculture propre, c'est du bio, du raisonné, on a créé un déséquilibre important dans cet écosystème, dans ces espèces de coccinelles. Elle a pris tout le territoire français. En fait, il y a certains insectes qui, je l'ai dit tout à l'heure, sont ubiquistes, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'adapter facilement à leur environnement, et d'autres qui sont, à l'inverse, très spécialisés, qui ont besoin de conditions très particulières pour leur développement. Et parmi les premières, il y a eu des espèces qui sont arrivées dans notre pays en France, quelle que soit leur raison, et qui ont trouvé une manne formidable de propagation, je dirais. C'est le cas donc du moustique tigre. Le moustique tigre, on l'a intercepté pour la première fois dans le sud de la France, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, c'était en 2014. 2 ans après, on le retrouvait dans le milieu de la France. 3 ans après, jusqu'à Paris. Aujourd'hui, il est sur l'ensemble du territoire. Donc non seulement il a une vitesse de propagation extraordinairement rapide, mais en plus, il arrive à chaque lieu à trouver des conditions nécessaires. Mais en fait, c'est parce qu'il trouve des conditions nécessaires. Il lui faut très peu d'eau. En 3-4 jours, il fait son cycle. 10 cm d'eau, ça lui suffit. Et ces habitats-là sont partout. Ils sont partout. Et puis, c'est une espèce qui vole. Donc, elle a des facilités pour se déplacer. Et puis, nous la déplaçons. Quand un chargement de vieux pneus part de Montpellier pour aller à Paris, dans les vieux pneus, il y a des restes d'eau, il y a des larves de moustiques tigres. Ils partent sous forme d'œufs, ils arrivent sous forme de larves prêtes à éclore. Donc l'homme a aussi un rôle dans la propagation des espèces dites invasives. Quand on fait venir des palmiers du Mexique pour les planter sur le littoral dans les stations balnéaires, c'est beau, mais on fait venir aussi les ravageurs des palmiers. Le papillon des palmiers, le charançon des palmiers, et qui vont se propager partout où il y a des palmiers. Alors, ils ne vont pas se propager là où il n'y a pas la plante qu'ils mangent, mais ils vont se cantonner là où ils trouvent de quoi se développer. Mais là encore, c'est l'homme, avec sa mondialisation, c'est un bien grand mot, mais c'est l'homme qui transporte aussi. Les insectes, toutes les espèces ne se déplacent pas toutes seules. Donc on voit bien avec le réchauffement climatique, il y a des espèces qui migrent, qui arrivent toutes seules, qui arrivent du sud. Parce qu'aujourd'hui, en France, on a des conditions qui leur sont favorables. Et nous aussi, nous véhiculons, et pas que des insectes, des plantes. Enfin, nos enfants ne connaîtront pas la France qu'on a connue. Et il y a quelque chose qui m'a épaté, moi. C'est lors du premier confinement qu'on a vécu. C'est cette force de résilience de la nature. Il suffit qu'on cesse toute activité et elle est visible en quelques jours, quelques semaines. Je comprends que beaucoup de personnes soient très très pessimistes
il m'est arrivé d'entendre des enfants, quand je leur parle d'environnement, me dire « mais de toute façon, c'est foutu ». Mais non. Cette force de résilience est extraordinaire. Et même si ça va pas assez vite, il y a énormément de choses qui sont déjà mises en place. Et je pense qu'un des points essentiels, si on veut offrir à nos enfants un monde qui ressemblerait à celui que nous avons connu, c'est-à-dire tout simplement d'aller se promener, de voir des papillons sur le bord du chemin, ne serait-ce que ça, je pense que c'est par l'éducation qu'on y arrivera. C'est-à-dire que nous sommes issus de générations qui ont vécu une période depuis les 30 Glorieuses où beaucoup de consommation, beaucoup de béton, beaucoup de choses. Et il est temps maintenant d'inverser la sauce. Et parce que ça ne s'invente pas. D'éduquer à l'environnement et de faire prendre conscience aux générations futures que leur planète, c'est aussi leur survie. Aujourd'hui, j'entendais à la radio, au Canada, 9 millions d'hectares de bois brûlés. 9 millions. Nous, en France, quand on a 1000, 2000, 10 000 hectares, ça passe aux actualités, c'est déjà quelque chose qui est catastrophique. 9 millions. J'arrive pas à réaliser. C'est qui capte le CO2? C'est pas nous. Nous, on l'émet. C'est les plantes. Les arbres, les plantes, les algues. J'ai l'impression d'un serpent qui se mord la queue. Ça se réchauffe, on met la clim. On manque d'eau, on arrose les vignes. Des fois, je comprends pas en fait. Je comprends pas où est la logique. On manque d'eau, on va la chercher en profondeur pour la mettre à la surface à l'évaporation. Alors, je suis pas ingénieur, hein, je suis qu'un entomologiste, mais je comprends pas. Non seulement on peut réduire le phénomène, on a plein de techniques, on en a parlé, une agriculture plus respectueuse, c'est possible, on le sait. Arrêter d'épandre du BTI dans les marécages pour les moustiques, c'est possible. Ah bon, ça voudra dire que quand on fait le barbecue, on sera piqué par des moustiques, mais bon, au moins on aura des hirondelles au printemps. Mais parfois, on a des actions qui vont au contraire, à court terme, en fait, favoriser ce déclin. Des bonnes actions, il y en a plein. Beaucoup de communes ont limité leurs éclairages nocturnes. Les papillons de nuit, vous savez, une lampe halogène sodium brûlante, là, ils sont aveuglés, ils arrivent et paf, ils sont cramés, quoi. Donc on remplace ces ampoules par des LED progressivement, on éteint la nuit pour pas interférer. Beaucoup de communes sont passées en zéro phyto. Moi, dans mon village, il y a 3-4 ans, on traitait les mauvaises herbes au glyphosate. On buvait ce glyphosate, parce qu'on l'avait dans l'eau. En fait, je suivais les analyses de l'eau, donc on buvait le glyphosate qui était pendu. Donc aujourd'hui, on brûle les plantes avec une bouteille de gaz. Parfait. Et l'océan est composé de petites gouttes. Chaque petite goutte, en fait, est importante. Et c'est même par des petites actions. Faut pas partir découragé en se disant oui, de toute façon, c'est foutu. Mais oui, je pense que l'éducation est une des tétines qui permettra à nos enfants, nos petits-enfants, et ainsi de suite, de voir leur monde différemment. Et il serait bon que nous prenions la responsabilité de nos actes, en fait. Ensuite, dans le cadre de mon travail, je suis amené à émettre des préconisations. Ça fait partie, lorsque nous rédigeons, lorsque nous travaillons sur des études réglementaires, en fait, de préconiser des mesures de gestion. Alors, pour donner un exemple, une société veut construire une route, on vient voir s'il n'y a pas des espèces protégées, et s'il y en a, alors c'est plus complexe, mais au moins s'il y a des espèces rares, on peut préconiser par exemple de changer le tracé afin d'éviter la population d'espèces rares. C'est un exemple bateau, mais toutes ces préconisations font l'objet d'un rapport qui est analysé par des services compétents, la DREAL,
et qui va valider ou non le projet à la lecture de nos préconisations. Et là où je suis optimiste concernant les insectes, c'est qu'on a commencé à les protéger dans les années 70, parce que le premier texte de loi, la première liste d'espèces protégées, elle date, je pense, des années 73, 74, quelque chose comme ça. C'est tout. Et aujourd'hui, on en tient compte, en fait, dans la mise en place de tous les gros projets, que ce soit urbanisme, énergie propre ou autre. Donc on a intégré l'environnement dans avant la phase de travaux, si vous voulez. Il y a 40 ans, rien que de le dire, ça aurait pu paraître absurde. Alors si vous avez peur des insectes, ou si vous êtes curieux, je sais qu'il y a plein de gens, qu'on parle d'insectes, c'est tout de suite « Ah, des cafards !» Non, mais non, c'est beaucoup plus riche que ça. Déjà, une chenille, ça peut rebuter, mais une chenille, c'est un papillon. Moi, je vous conseille de les observer. Bon, d'abord, je parle des insectes, mais même chez les araignées, même, les insectes potentiellement peu attrayants, en France, il faut savoir qu'on a très, très, très peu d'espèces dangereuses pour l'homme quand elles le piquent, et que ces très rares espèces dangereuses, vous ne les verrez pas comme ça, parce que même nous, entomologistes, on a du mal à les trouver. Par contre, attention toutefois, chaque organisme est différent, et même une piqûre de moustique pour moi, c'est pas forcément... Moi, ça me fait rien, vous pouvez réagir. En fait, il y a des cas d'allergie qui peuvent être extrêmement graves, donc il faut toujours se méfier de la moindre piqûre, notamment les piqûres d'abeilles, de guêpes l'été ou autre. D'autant plus c'est près des voies respiratoires, je pense que c'est obligatoirement à l'hôpital qu'il faut aller voir, pour être sûr. Et tout le monde n'est pas allergique, mais on peut le devenir. Donc en fait, on ne peut jamais savoir réellement ce qui peut se passer. Mais de façon générale, les insectes se fichent éperdument de nous. C'est-à-dire que si on ne va pas les importuner, ils ne nous importuneront pas. Donc j'invite n'importe quel enfant, par exemple, qui a peur des fourmis, juste à se poser à les observer, à les voir faire, à les voir travailler. À voir les petites ouvrières, ramener les graines, comment elles s'organisent. Ça, c'est toute une société, c'est tout un monde, ça, les fourmis. Alors c'est compliqué quand on a une phobie. Je ne sais pas, moi j'en ai pas, sinon je ne pourrais pas être entomologiste. Mais de les observer, de les regarder faire. Parce qu'en fait, c'est un peu des machines à vivre, des machines à se reproduire, des machines à se nourrir, des machines à conserver la nourriture, pour le cas des fourmis notamment. Quand on soulève une pierre, qu'on voit ça dans certaines fourmilières, toutes les graines sont rangées par taille, etc. Les fourmilières, les galeries sont bien orientées pour les courants d'air, pour l'humidité. Certains insectes dans leurs galeries, ils élèvent des petites moisissures dont ils vont se nourrir. Enfin, faut les observer, juste. S'il y a une appréhension quelconque, et s'en émerveiller, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes une espèce animale.